Bonsoir, notre intervention est intitulée Pour le cœur et l'identité narrative. L'identité est une construction qui passe par la narration chez Paul Ricoeur. Mais avant lui, Locke pose la question suivante. Ce qui fait mon identité? Locke se demande notamment ce qui fait l'identité personnelle d'un individu. Est-ce que son corps, aujourd'hui, peut-on considérer que ce qui fait l'identité d'un être humain, c'est sa carte d'identité et ses données biométriques? Suis-je encore la même personne si je n'ai plus aucun souvenir? Pour Locke, il faut distinguer l'homme et la personne. Par l'homme, il entend dans le texte ci-dessus le tout organisé, le corps. Même si un individu perd la mémoire, il reste le même homme, c'est-à-dire le même ensemble de parties organisées. Mais c'est-il encore la même personne? Aux yeux de Locke, ce qui fait l'identité d'une personne n'est pas de l'ordre du psychique, du physique. Pour qu'une personne ait une identité et dise je, il faut qu'elle ait d'abord conscience d'elle-même et conscience d'être la même personne qui a vécu ces diverses expériences dans le passé. La conscience, qui étymologiquement vient du latin comme scientia, signifie avec savoir. Et pour Locke, ce qui rend possible l'identité, car sans cela, nous ne saurions même pas qu'il existe un jeu qui vit une succession d'expériences. La première condition pour que l'on puisse parler de l'identité d'une personne est donc la conscience. La deuxième condition est la mémoire, car si nous ne nous souvenons pas du passé, alors nous ne serions qu'une pure conscience qui fait des expériences et porte son attention sur telle ou telle chose, sans qu'aucune de ces expériences ne laisse une trace sur nous. Ainsi, pour Luke, ce qui fait notre identité, c'est nos souvenirs. Ce sont les souvenirs que nous avons de nos expériences. Alors, on peut considérer que quelqu'un qui perd la mémoire perd du même coup son identité. Luke envisage même que si nos esprits pouvaient changer de corps, alors nous serions la même personne dans un corps différent. Les conséquences de cette thèse peuvent être importantes, car cela signifie que quelqu'un qui devient fou et ne se souvient pas de ce qu'il a fait ne peut être tenu pour responsable de ses actes, car en un sens, ce n'est pas lui qui les a commis. Il n'était pas clairement conscient à ce moment-là et il n'en a aucun souvenir. Cette thèse de Luke peut notamment être intéressante pour traiter du sujet. Peut-on ne pas être soi-même? Luke dit, je cite Luke, supposer que je perds entièrement le souvenir de quelques parties de ma vie sans qu'il soit possible de le rappeler, de sorte que j'en aurai peut-être jamais aucune connaissance. Ne suis-je pourtant pas la même personne qui a fait ces actions, qui a eu ces pensées, desquelles j'ai eu une fois en moi-même le sentiment positif, quoique je les ai oubliés présentement? Je réponds à cela que nous devons prendre garde à quoi ce mot « je » est appliqué dans cette occasion. Il est visible que dans ce cas, il ne désigne pas autre chose que l'homme. Et comme on présume que le même homme est la même personne, on suppose aisément qu'ici le mot « je » signifie aussi la même personne. Mais s'il est possible à un même homme d'avoir en différents temps une conscience distincte et incommunicable, il est hors de doute que le même homme, doit constituer différentes personnes en différents temps.
Est-il paré par des déclarations solennelles que c'est là le sentiment de gens humains? Car les lois humaines ne puissent pas l'homme fou pour les actions que fait l'homme de sens rassis, l'homme calme, ni l'homme de sens rassis, que ce qui a fait l'homme fou pour eux, elles en font deux personnes, ce qu'on peut expliquer en quelque sorte par une façon de parler dont on se sert communément en français quand on dit un tel n'est plus le même ou il est hors de lui-même. Expression qui donnait à entendre en quelque manière que ceux qui sont servis présentement, ou du moins que sont servis au commencement, ont cru que le soi était changé, que ce soit, dis-je, qui constitue la même personne, n'était plus dans le même homme. Jean-Luc, ici sur l'entendement humain, livre 2, chapitre 27, paragraphe 20, 1690. Qui, alors, pour Ricoeur, va faire commentaire du texte de Luc. Dans ton récit pour que le philosophe évoque une identité mouvante qui se transforme au fil des récits. Explication. Pour Ricoeur, analyse de nombre de textes, le grand détour que doit entreprendre le sujet pour revenir à soi. Avec cette démarche se trouve mise à jour un sujet qui représente davantage un point d'arrivée de l'effort philosophique que son point de départ, mais qui est le sujet, s'il n'est pas une vérité purement formelle, qui est celui qui se trouve en se comprenant et en s'interprétant. Qui suis-je, qui dis-je? À cette question, nous répondons spontanément en mettant en avant nos traits de caractère, nos façons d'être, bref, ce qui demeure fixe et nous identifie comme étant la même personne malgré le changement. Or, cette forme d'identité a ses limites, car à strictement parler, la permanence dans le temps de ce que je suis ne permet pas de répondre à la question qui suis-je, mais plutôt qui suis-je. Ricoeur, pour parer à ce glissement, propose de distinguer deux types d'identité. La première au sens de l'idem ou même t. Idem signifie le même en latin, et l'autre au sens de l'ipsi, de soi-même. On parlera alors d'ipsité. L'identité même t vaut pour tout objet qui subsiste dans le temps. Mais si tant est que le sujet n'existe pas simplement à la façon d'une chaise ou d'une pierre, son identité ne saurait se réduire à celle de l'idem. Elle renvoie plutôt à la dimension de l'ipsité qui se manifeste concrètement par le maintien volontaire de soi devant autrui, par la manière qu'a une personne de se comporter telle que autrui peut compter sur elle. Ce qui illustre pour Ricoeur la figure emblématique de la promesse dans laquelle j'engage d'abord que je suis et non ce que je suis. C'est précisément au-delà de ce que je suis aujourd'hui que je m'engage à tenir parole. Deux bouts de la chaîne. L'ipsité ne substitue pas pour autant à la même titre du sujet, mais la complète. Et c'est ici qu'intervient l'identité narrative, c'est-à-dire ce qui déploie la relation dialectique et ne sont le pôle de l'œdème et de l'ipsé. Cette notion qui apparaît pour la première fois chez Paul Ricoeur dans la conclusion du temps et récit, c'est 1983-1985, repose sur l'idée que tout individu s'approprie, voire se constitue dans une narration de soi sans cesse renouvelée. Il ne s'agit pas d'une histoire objective, mais de celle qui, scripteur et lecteur de ma propre vie, je me raconte sur moi-même. L'identité personnelle se constitue ainsi au fil des narrations. Elle produit de celles qu'elle intègre
intègre continuellement. Ce faisant, loin de se figer dans un noyau dur, le jeu se transforme à travers ses récits propres, mais aussi à travers ceux qui sont transmis par la tradition ou la littérature qui s'y greffait, nécessitant de restructurer l'ensemble de l'histoire personnelle en narrativisant la visée de la vraie vie et lui donne les traits reconnaissables des personnes on a aimé ou respecté, écrit ainsi pour écrire dans soi-même comme un autre, c'est 1990. L'identité narrative fait tenir ensemble les deux bouts de la chaîne, la permanence dans le temps du caractère et le maintien de soi, mais parce qu'elle permet plusieurs récits ainsi que leur restructuration permanente. Elle n'est donc jamais parfaitement définitive et de ce fait, elle permet d'enrichir la compréhension ordinaire de la personne désormais conçue comme un personnage qui lutte narrativement contre l'éparpillement de ses propres expériences vécues. À partir de la notion d'ipséité, Ricoeur nous conduit ainsi à un concept d'identité souple et dynamique qui immunise contre le danger d'un retour, fut-il indirect, vers un moi fort compris comme un noyau dur, souvent utilisé par les études littéraires. L'analyse de Paul Ricoeur permet également le dialogue avec la philosophie politique, notamment celle du philosophe canadien Charles Taylor, qui reconnaît l'horizon interprétatif et historique dans lequel le moi prend source. Charles Taylor est un professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval, spécialiste de Québec, oui, l'Université du Québec, oui, Montréal, spécialiste de la philosophie contemporaine. La vie, deuxième partie, la vie est un tissu d'histoire racontée, selon Paul Ricoeur. Le rejeton fragile, issu de l'union de l'histoire et de la fiction, c'est l'assignation à un individu ou à une communauté d'une identité spécifique qu'on peut appeler leur identité narrative. Identité est prise au sens d'une catégorie de la pratique. De l'identité d'un individu ou d'une communauté, c'est répondre à la question qui a fait telle action, qui en est l'agent, l'auteur. Il est d'abord répondu à cette question en nommant quelqu'un, c'est-à-dire en le désignant par un nom propre. Mais quel est le support de la permanence de nom propre? Qui justifie qu'on tienne le sujet de l'action ainsi désigné par son nom pour le même tout au long d'une vie qui s'étire de la naissance à la mort? La réponse ne peut être que narrative. Répondre à la question qui, c'est raconter l'histoire d'une vie, l'histoire racontée dit qui de l'action. L'identité de qui n'est donc elle-même qu'une identité narrative. Sans le secours de la narration, le problème de l'identité personnelle est en effet voué à une antinomie sans solution. Ou bien l'on pose un sujet identique à lui-même dans la diversité de ses états, ou bien l'on tient à la suite de Hume et de Nietzsche que ce sujet identique n'est qu'une illusion substantialiste dont l'élimination ne laisse apparaître qu'un pur dévers de cognition, d'émotion et de volition. Le dilemme a disparu si à l'identité comprise au sens d'un même idem, on substitue l'identité comprise au sens d'un soi-même ipsé. La différence entre idem et ipsé n'est autre que la différence entre une identité substantielle ou formelle et une identité narrative. L'ipséité peut échapper au dilemme de même et de l'autre dans la mesure où son identité repose sur une structure temporelle conforme au modèle d'identité dynamique ici de la
composition poétique d'un texte narratif. Le soi-même peut ainsi être dit refiguré par l'application réflexive des configurations narratives. À la différence de l'identité abstraite du même, l'identité narrative constitutive de l'ipséité peut inclure le changement, la mutabilité dans la cohésion d'une vie. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et comme scripteur de sa propre vie selon le vœu de Proust. Comme l'analyse littéraire de l'autobiographie le vérifie, l'histoire d'une vie ne cesse d'être refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu'un sujet se raconte sur lui-même. Cette refiguration fait de la vie elle-même un tissu d'histoires racontées. D'abord, l'identité narrative n'est pas une identité stable et sans faille. De même qu'il est possible de composer plusieurs intrigues au sujet des mêmes incidents. De même qu'il est toujours possible de tramer sur sa propre vie des intrigues différentes, voire opposées. En ce sens, l'identité narrative ne cesse de se faire et de se défaire. L'identité narrative devient ainsi le titre d'un problème, au moins autant que celui d'une solution. Une recherche systématique sur l'autobiographie et l'autoportrait vérifierait sans aucun doute cette instabilité principielle de l'identité narrative. Ensuite, l'identité narrative ne puise pas la question de l'ipséité du sujet. Je cite Temps et récit 3, seuil 1985. Voilà notre intervention pour Ricoeur. Il ajoute notre identité est une fiction. Si finalement notre identité dépend de notre conscience de ce dont nous souvenons, comme le dit Locke, alors il y a lieu de se demander dans quelle mesure nous ne sommes pas les auteurs de notre identité à la manière d'un écrivain. C'est ce que défend Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre. En effet, notre mémoire est partielle. Nous ne nous souvenons pas de tout ce que nous arrive et même nous pouvons choisir d'oublier certaines choses si cela ne nous convient pas ou si nous ne nous identifions pas à ces actes ou événements. Par exemple, j'ai pris manqué de prudence, mais je ne me définis pas comme imprudente. Donc, je vais avoir tendance à occulter ces actions imprudentes de ma mémoire. C'est pourquoi Paul Ricoeur, philosophe, parle d'une identité narrative. Selon lui, mon identité n'existe que dans la mesure où je m'en fais le récit et t'en fais le récit aux autres. Le moi n'est pas quelque chose qui existerait déjà, dont je devrais prendre connaissance. Ce moi qui le crée parce que j'ai fait deux choses qui sont propres à la narration. De quoi s'agit-il? Selon Ricoeur, notre identité est une histoire. En effet, selon Ricoeur, quand nous voulons dire qui nous sommes ou quand nous demandons qui nous sommes, nous allons sélectionner certains souvenirs, certaines expériences que nous semblent significatives. Nous le faisons nécessairement car d'une part, nous ne nous souvenons pas du tout. D'autre part, même dans ce dont nous nous souvenons, il faut choisir car il y a trop de souvenirs pour que cela fasse un tout cohérent. La deuxième chose que nous faisons consiste à donner une unité à ces souvenirs. Nous avons même sans doute sélectionné nos souvenirs en vue de leur donner une cohérence et une unité. Ainsi, si je m'identifie à quelqu'un de courageux, je vais sélectionner tout ce qui, dans ma mémoire, va dans le sens de cette idée. De même, si je me considère comme nul en mathématiques, je vais retrouver tous les souvenirs qui me confirmeront que j'ai toujours été nul en mathématiques. Mais
Il est vraisemblable que faisant cela, je quitte d'autres expériences que pourraient ne pas aller dans le sens de cette histoire que je me raconte. Sommes-nous prisonniers de notre passé? Sommes-nous prisonniers de notre passé? Il est courant d'envisager notre passé comme quelque chose que nous détermine, car certains événements ou circonstances auraient eu une influence déterminante sur notre vie et sur la personne que nous sommes au présent. Mais la thèse du Pourricheur nous permet d'envisager une autre réponse à cette question. Nous pourrions en effet considérer au contraire que ça n'est pas mon passé qui me détermine, mais mon présent qui détermine mon passé. Car c'est moi aujourd'hui qui fais une relecture de mon passé afin qu'il soit cohérent avec le présent. Alors, si je pense aujourd'hui que je n'ai jamais eu de chance, je vais pouvoir retrouver dans ma mémoire tous les souvenirs qui confirmer cette idée utile il y a en forcément. Cela ne signifie pas que c'est la réalité, c'est simplement l'histoire que je me raconte, l'identité narrative qui est la mienne aujourd'hui. Dans un texte célèbre, Pourricheur cite, répond à des objections à sa thèse. Connaît-il d'abord des rapports entre auteur, narrateur et personnage, dont le rôle et le discours sont bien distincts au plan de la fiction? Quand je m'interprète dans le terme d'un récit de vie, suis-je à la fois le trois, comme dans le récit autobiographique, narrateur et personnage, sans doute, mais d'une vie dont, à la différence des êtres de fiction, je ne suis pas l'auteur, mais au plus, selon le mot d'Aristote, le co-auteur. Il faut que la vie soit rassemblée pour qu'elle puisse se placer sous la visée de la vraie vie. Si ma vie ne peut être saisie comme une totalité singulière, je ne pourrai jamais souhaiter qu'elle soit réussie, accomplie. Or, rien dans la vie réelle n'a valeur de commencement narratif. La mémoire se perd dans le brume de la petite enfance. Ma naissance est à plus forte raison l'acte par lequel j'ai été conçu appartenait plus à l'histoire des autres, en l'occurrence celle de mes parents. Qu'à moi-même, quant à ma mort, elle ne sera racontée que dans le récit de ceux qui me survivront. Je suis toujours vers ma mort, ce qui exclut que je le saisisse comme fin narrative. À cette difficulté fondamentale s'en joint une autre qui n'est pas son rapport avec les précédentes. Sur le parcours connu de ma vie, je peux tracer plusieurs itinéraires, tramer plusieurs intrigues, bref, raconter plusieurs histoires dans la mesure où à chaque manque le critère de la conclusion sur lequel Kermode insiste. Alors, plus loin, alors que chaque roman déploie un mode de texte qui lui est propre, sans que l'on puisse le plus souvent mettre en rapport les intrigues en quelque sorte incommensurable de plusieurs œuvres, à l'exception peut-être de certaines séries comme celle de romans de génération. De Thomas Mann et des hommes de bonne volonté de Jules Romain sur le modèle de bout à bout des histoires des patriarcat dans la Bible. Pardon. Les histoires vécues des uns sont tant chevêtrées dans les histoires des autres. Des tranches entières de ma vie font partie de l'histoire de la vie des autres, de mes parents, de mes amis, de mes compagnons de travail et de loisirs. Ce que nous avons dit plus haut, des pratiques, des relations
apprentissage de coopération et de compétition que comportait vérifier cet enchevêtrement de l'histoire de chacun dans l'histoire de nombreux autres. Tous ces arguments sont parfaitement recevables et qu'il faut citer de la notion d'auteur, un achèvement narratif de la vie, enchevêtrement des histoires de vie les unes dans les autres, inclusion de récits de vie dans une dialectique de remémoration et d'anticipation. Il me semblait pas, toutefois, susceptible de mettre hors jeu la notion même d'application de la fiction à la vie. Les objections ne valaient que contre une conception naïve de la mimésis, celle-même que mettait en scène certaines fictions à l'intérieur de la fiction, tels les premiers Don Quichotte ou Madame Bovary. Elles sont moins à réfuter qu'à intégrer une intelligence plus subtile, plus dialectique de l'appropriation. C'est dans le cadre de la lutte évoquée plus haut entre le texte et le lecteur qu'il faut replacer les objections précédentes et qu'il faut citer de la position d'auteur, mais ne doit-elle pas être préservée plutôt que résolue en faisant le récit d'une vie dont je ne suis pas l'auteur quant à l'existence. Je m'en fais le co-auteur quant au sens. Bien plus, ce n'est ni un hasard ni un abus si en sens inverse, maintes philosophes stoïciens ont interprété la vie elle-même, la vie vécue, comme la tenue d'un rôle dans une pièce que nous n'avons pas écrite et dont l'auteur, par conséquent, recule au-delà du rôle. L'enchevêtrement des histoires de vie les unes dans les autres est-il rebelle à l'intelligence narrative que nourrit de la littérature? Ne retrouve-t-il pas plutôt dans l'enchâssement d'un récit dans l'autre, dans la littérature, donne maintes exemples, un modèle d'intelligibilité et chaque histoire fictive en faisant affronter en son sein le destin différent des protagonistes multiples n'offre-t-elle pas de modèle d'interaction où l'enchevêtrement est clarifié par la compétition de programmes narratifs. La dernière objection repose sur une méprise qu'il n'est pas toujours facile de jouer. On croit volontiers que le récit littéraire, parce qu'il est rétrospectif, ne peut instruire qu'une méditation sur la partie passée de notre vie. Or, le récit littéraire n'est pas rétrospectif qu'en un sens bien précis. C'est seulement aux yeux du narrateur que les faits racontés paraissaient s'être déroulés autrefois. Le passé de narration n'est que le quasi-passé de la voie narrative. Or, parmi les faits racontés, à un temps du passé, prenaient place des projets, des attentes, des anticipations, par quoi les protagonistes du récit sont orientés vers leur avenir mortel, ont témoigné les dernières pages puissamment prospective de la recherche déjà évoquée plus haut au titre de la clôture ouverte du récit de fiction. Autrement dit, le récit raconte aussi le souci. En un sens, il ne raconte que le souci. C'est pourquoi il n'y a pas d'absurdité à parler de l'unité narrative d'une vie. Sous le signe de récit qui enseignait à articuler narrativement rétrospection et prospection. Il résulte de cette discussion que récit littéraire et histoire de vie est loin de s'exclure, se compléter en dépit ou à la faveur de leur contraste. Cette dialectique nous rappelle que le récit fait partie de la vie avant d'exclure de la vie dans l'écriture. Il fait retour à la vie selon le voies multiples de l'appropriation et au prix de tensions inexignables que l'on vient de dire pour le cœur, le soi et l'identité narrative, soi-même, dans soi-même comme un autre. 1990. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.